Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler de la route. C'est pas un sujet qui actuellement est vraiment, fait plaisir parce qu'il y a pas mal d'accidents, il y a des décès sur la route et c'est malheureusement ça continue et on va essayer de voir avec Jean-Michel Boyer et son invité un petit peu qu'est-ce qui explique le comportement actuel des personnes sur la route. On va parler aussi de formation. On va voir un petit peu comment les conducteurs sont formés aujourd'hui, enfin les moniteurs d'abord et les futurs conducteurs ensuite. On voit ça dans Causement Réunionnais. Jean-Michel Boyer, bonsoir. Bonsoir. La formation, bonsoir Lionel Forcé. Bonsoir. Vous êtes, alors, votre titre exact. Alors, vos titres exacts. Je suis BAFM, ce qu'on appelle un BAFM, c'est-à-dire c'est brevet d'animateur de la formation de moniteur. D'accord, il n'est pas journaliste de BFM TV. Non, pas du tout. Non. J'ai pas cette prétention. Oh, quoique. C'est possible. Alors, ça veut dire quoi, BFM ? Alors, c'est brevet de BA, donc brevet d'animation, de formation de moniteur, BAFM. Je vais être direct, le contexte vous amène à changer cette formation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moniteur, il doit être plus formateur que celui qui apprend à conduire, parce que le comportement de l'être humain est de plus en plus complexe, surtout dans le contexte Covid. Contexte Covid éventuellement, et sûrement même. Après, mon métier a évolué dans le sens où on est formateur et le métier a changé, le métier de moniteur auto-école. Avant, on était moniteur auto-école, on formait d'un point de vue strictement réglementaire et puis technique. Mais finalement, les nouveaux moniteurs vont plus sur de la psychologie du conducteur et sur finalement arriver à partir de l'élève pour aller vers le conducteur. Michel Boyer, là, je vais poser la question, ça va être drôle parce que en même temps, puisque vous êtes co-animateur avec moi sur cette émission, la question c'est, quand vous avez appris, c'était la psychologie du conducteur qu'il fallait intervenir ou c'est son comportement ? En fait, le nouveau titre, là, en fait, le titre professionnel. Là, non, vous. Ouais, moi, comme j'ai appris, la différence entre que j'ai appris, moi, je veux dire, voilà, mais avant, on s'intéressait plus au comportement, plutôt à la technique, plus qu'à la psychologie. C'est-à-dire, on s'intéressait pas moins à la personne. Je veux dire, maintenant, on met plus en avant la personne. C'est pas la performance qu'on cherche. On essaie de cerner déjà la personne pour l'amener à cette performance. C'est ça qui a changé, en fait, à mon avis. En tant que moniteur d'auto-école, aujourd'hui, dans le contexte Covid, parce que c'est un contexte révélateur du comportement, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'intervenir sur la psychologie ? Oui, je pense qu'il y a... En fait, je viens à ça, en fait, le titre pro nous permet d'intervenir déjà avant. On a des sensibilisations, des interventions avant le permis et après, ce qu'il n'y avait pas avant. On peut faire des salles de sensibilisation pré-permis, pour ceux qui commencent à conduire, parce qu'ils commencent à conduire à partir de 15 ans quand même. Et après, il y a post-permis aussi, parce que tout le monde sait bien que le moment où on a le permis, ça y est, on se prend pour... Surtout, on prend de mauvaises habitudes, surtout dans la conduite. Alors, on prend des mauvaises habitudes, et j'ai envie de dire, même avant de conduire, on a des mauvaises habitudes. Et c'est là où on part de l'individu. Alors, sur ce que vous voulez dire, avant de commencer à conduire, on a de mauvaises habitudes, ça veut dire qu'on se raconte des histoires avant de prendre le volant, avant d'apprendre à conduire. C'est-à-dire qu'on se fait nous-mêmes nos comportements, le bras sur la porte, la musique. C'est-à-dire qu'on croit vraiment que la voiture, c'est l'habitacle, c'est un endroit où on va se faire plaisir. Alors, il y a de ça. Et puis, on est des êtres humains, finalement, et on apprend par imitation. Ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. C'est-à-dire que dès l'enfant, des marmailles, on regarde les parents faire, et finalement, les erreurs que font les parents, on les reproduit après en conduite. Ce mimétisme, comment vous arrivez à le gérer à votre niveau ? On le gère, nous, c'est dans notre
formation finalement, moi de ma formation de moniteur, parce qu'avant j'étais moniteur, maintenant je suis plus trop moniteur, je suis formateur de moniteur. J'apprends à mes élèves finalement, comme je disais, à partir de l'individu. Donc l'individu, c'est quoi? Avec toutes ses croyances et ses représentations qu'il peut avoir de la conduite avant même de rentrer dans un véhicule. Ce qui est une tâche particulière, parce que... Oui, particulière, bien sûr, parce qu'en fait, celui qui... Je sais pas, je prends un exemple. Moi, je suis un garçon, une fille, et mon père, lui, il a l'habitude de conduire des voitures sportives, il roule vite, il n'a jamais eu d'accident, tout se passe bien. Peut-être qu'il a eu de la chance, ou peut-être... Mais ils comprennent pas que c'est pas la bonne image, c'est l'image qu'on s'est créée, mais c'est pas ça qu'il faut forcément reproduire. Parce que peut-être le papa il a plus d'expérience, et il n'a pas la même voiture. Moi je vais prendre un petit exemple. J'étais dans l'Est, à Saint-André, et le gamin il faisait la conduite accompagnée, et son père avait une BM puissante. C'est-à-dire que le papa il roule vite, il freine au dernier moment et tout. Lui quand il est venu avec moi en évaluation, il a voulu reproduire le même schéma, c'est-à-dire... Et je lui ai dit, écoute jeune homme, là c'est pas la même chose, c'est pas la même voiture, tu peux pas avoir la même conduite, c'est-à-dire on peut pas freiner au dernier moment parce qu'il n'y a pas le même freinage, il y a pas on n'accélère pas autant aussi. Mais pour lui c'était normal quand je lui ai dit ça, pour lui qu'est-ce qui se passe, mon père il fait toujours ça, il roule toujours comme ça. Et c'est le problème, et comme j'ai dit, c'est pas la bonne posture pour conduire. Ce que son père fait, ce n'est pas la bonne posture. Surtout lorsque vous apprenez à un jeune à avoir une bonne posture, c'est pas ce que vous lui apprenez. Vous lui apprenez quand même à avoir une conduite régulière, modérée, souple, à anticiper le freinage. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que là, vous devez intervenir au niveau psychologique. C'est-à-dire que le comportement, bien sûr, il faut que vous fassiez évoluer dans le bon sens, mais en même temps, comment lui faire comprendre que la voiture, c'est pas un jouet. Justement. C'est ce que vous devez faire. Oui, c'est ça. Et quand je vous dis de partir finalement de la psychologie, c'est qu'avant, c'est très schématisé ce que je vais dire, hein, mais dans les années BP Caser, tu vas me dire, hein, Jean-Michel, si tu es d'accord, on partait du principe, on avait un outil pédagogique qu'on appelait le PNF, donc c'est le Programme National Français, qui nous permettait en fait c'est un programme pour former des conducteurs. Et dans ce PNF, on faisait ce qu'on appelait la pédagogie par objectif. C'est-à-dire, si je prends un exemple, il y a un stop, tu dois t'arrêter, l'objectif c'est t'arrêter, donc tu dois savoir freiner bien sûr, et tu dois savoir t'arrêter à la ligne. On ne demandait pas pourquoi finalement. Et là, on va partir alors bien sûr, on va faire de la pédagogie par objectif, mais on va essayer, dans le titre pro notamment, de faire de la pédagogie par compétence. C'est-à-dire qu'on va intégrer, outre ce savoir et ce savoir-faire, intégrer ce qu'on appelle le savoir-être et savoir-devenir. Donc savoir-être, c'est être conscient de son état finalement au volant. Peut-être que je suis stressé, peut-être que je suis pressé aussi parce que je sors trop tardivement de chez moi pour aller à mon travail. Donc ce stop, je vais le couler parce que je suis pressé. Et puis il y a le savoir-devenir aussi, c'est comprendre pourquoi il faut s'arrêter au stop et essayer finalement, si on fait une erreur, de pouvoir changer son comportement, y réfléchir, y revenir a posteriori, et puis y réfléchir et voir comment je peux finalement faire évoluer mon comportement en étant plus sécuritaire. Donc il y a toutes ces notions-là qu'on a rajoutées finalement. Et ça complique l'apprentissage que doit avoir le moniteur d'auto-école? En fait, ça complique pas forcément. En fait, avant, c'était plutôt du savoir-être. Mais là, il y a le savoir-devenir. C'est-à-dire vraiment, moi je dis aux élèves, moi je te prépare pas pour l'examen. C'est surtout, j'essaie de te donner les bases pour pouvoir conduire après tout seul. Donc ça fait que, oui, c'est pas que ça se complique, mais chaque élève est différent, donc il faut qu'on s'adapte. On avait parlé du profil la dernière fois, qu'on a défini le profil. Et après, il n'y a pas que le profil, ce qu'on va voir, on essaie de définir un profil psychologique aussi, qui est quand même un petit peu plus... On va creuser un peu plus, on va essayer de se connecter un peu plus pour que justement, on arrive à le diriger. Justement, c'est ces subtilités dans les schémas de comportement et de fonctionnement qu'il faut aujourd'hui savoir appréhender, bien sûr, comprendre, et pour pouvoir après adapter ce qu'on veut apprendre à l'enfant, pour pouvoir que l'enfant arrive à comprendre et à accepter. Mais là-dessus, il y a quand même pas mal d'étapes à mettre en place. En fait, on parlait d'objectifs, maintenant on parle de compétences. Objectif, c'est juste
Voilà, l'objectif, c'est de gagner un match ou de gagner, je sais pas, quelque chose. Mais compétence, pour moi, compétence, c'est beaucoup plus ouvert. C'est vraiment une compétence, c'est quelque chose qu'on a compris, qu'on a assimilé, ça sera automatique, qu'on va développer après, au fil du temps, après le permis. Mais c'est plus ancré une compétence qu'un objectif. Un objectif, en fait, on n'a pas besoin de comprendre, on vit ça. C'est comme si on visait une cible, en fait, l'objectif. Compétence, je pense, c'est beaucoup plus ouvert. Alors justement, c'est ce qui... Et là, la question c'est pour vous deux, je pose d'abord à Jean-Michel. Vous voyez, ça vous implique une intervention sur son schéma de comportement et de fonctionnement. Oui, bien sûr. Bon, en fait, on va l'amener dans une situation et puis on va bien voir comment il réagit. Voilà, comment il réagit en fonction de ça. S'il ne s'arrête pas un instant, par exemple, on va lui dire, écoute... Quand tu t'es pas arrêté, ouais, mais mon père, des fois, il s'arrête pas, la nuit, il s'arrête pas. Bon, il a jamais rien, il n'a pas eu d'accident. Je dis, oui, mais est-ce que tu penses qu'à chaque fois, il va avoir autant de chance? Parce qu'après, il y en a, il y a des croyances aussi. Ouais, bon, moi, je suis protégé par X ou Y. Ce qui est bien. Non, j'ai compris. Mais de X et Y, on avait sourire parce que, au moins, il n'y a pas eu de prise de risque. De dire, de citer quelqu'un. Je peux pas citer. Parce qu'on n'a peut-être pas le même protecteur, après, je sais pas. Donc, je dis X, Y. Mais je veux dire, voilà, il y a des croyances aussi. Il y a des croyances, il y a plein de trucs qu'on imite. Il y a le biais d'optimisme, celui qui croit qu'il ne va jamais avoir d'accident. Parce que son père n'a jamais eu. Où il a eu, mais il avait toujours raison. Quand il avait un accident, il avait toujours raison. Là, on essaie de faufiler parce que on cherche un peu, des fois, une excuse pour justifier ce qu'on a fait. Ou j'ai pas vu le stop, j'ai pas vu la flash directive. Et c'est ça qui est agaçant. Mais c'est ça qui lui donne du travail en même temps. Lionel, quand on parle de psychologie, d'intervention sur des schémas de comportement et de fonctionnement, la question, c'est que le moniteur peut comprendre assez facilement ce que vous lui demandez. Mais comment lui faire comprendre que, en face, l'enfant, celui qui vient pour apprendre, lui, il s'accroche à son volant et parfois, il ne bougera pas. Sa façon de conduire. Mais déjà, si je réponds aux deux questions en même temps, finalement, ce qu'on enseigne aux moniteurs maintenant, c'est, comme je disais, partir de l'individu, et déjà, c'est s'y intéresser, un minimum. Oui. Pour discuter avec lui, comprendre comment il fonctionne mentalement aussi, quelles sont les cognitions qui sont dans sa tête, quelles sont les représentations qu'il a de la conduite de la voiture. Est-ce que la voiture, c'est pour s'élever socialement? Est-ce que c'est juste un moyen de déplacement? Est-ce que c'est juste... Il y a plein de représentations autour de la voiture. Et donc, c'est essayer finalement de comprendre la personne, comment elle réfléchit, pour partir de cette base-là, ces postulats-là, pour orienter ensuite les apprentissages. On ne va pas apprendre la même chose d'une même manière à quelqu'un, par exemple, qui serait à fond dans la pousse, dans la compétition voiture, etc., que quelqu'un qui serait juste là pour se déplacer d'un point A à un point B le plus sécuritairement possible et qui ait peut-être un petit peu peur de la vitesse, par exemple. Il faut que le formateur s'adapte absolument à chaque élève et donc parte de l'élève. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est pas... je pense que les profils ont évolué, que les jeunes arrivent aujourd'hui de plus en plus avec de vraies certitudes. Ils savent déjà ce que c'est la route, ils savent conduire. Il va falloir juste mettre en pratique. Et surtout, avec le contexte Covid, pour certains, ça complique un peu plus connaître la personne, qu'il ouvre une porte pour qu'on puisse y aller, pour le rencontrer et découvrir ce qu'il est, et après, surtout, changer les postures pour qu'il ait le bon comportement, le bon fonctionnement. C'est pour ça que, quand on regarde, la tâche, elle évolue, elle change. Oui. Ouais, excuse-moi. En fait, nous, on doit se remettre en question, comme je dis tout le temps, on se remet en question, on est obligé de creuser un peu plus. Nous, ça nous apporte aussi quelque chose. Hein. On l'apporte quelque chose, mais nous aussi, ça nous permet de vraiment mettre en place les choses qu'on a besoin de mettre. Mais des fois, c'est pas forcément évident, suivant l'élève, l'individu. Et s'il est fils de garagiste, c'est que son père
On va pas citer parce qu'on fait pas de publicité. Mon père fait du rallye, pour lui, la vitesse, c'est normal, c'est de l'ADN. Moi, je suis le père de... Mon père était pilote, hein. Donc forcément... Puis moi, j'ai ça dans les sens. Son père était pilote, donc forcément, lui, il est pilote. Mais sauf que c'est pas vraiment le cas. C'est possible, hein. Possible. Après, il y en a qui ont fait un peu de compétition, du kart et tout ça, on les voit, hein. Ou même en moto, on voit ceux qui ont fait du cross et tout. Ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas la même vision, parce qu'en fait, ils ont une vision du circuit fermé, de la compétition. Avec la sécurité. Voilà. Mais ils n'ont pas cette vision que... sécurité routière, vivre ensemble, le partage de la route. Pour eux, non, il faut s'il y a une voiture qui me dépasse, non, absolument, c'est impossible. Elle ne peut pas me dépasser. Même si c'est dangereux, il y a un petit peu d'adrénaline, je vais prendre le risque de dépasser, juste pour lui montrer que moi je t'ai dépassé. Hein. Donc, on voit bien que là, quelque part, c'est pas ça qu'on veut. Alors, comment le moniteur adapte son discours, ce qu'il a à dire à son élève stagiaire? Qu'est-ce qu'il va faire comment il va prendre le temps pour lui parler et pour lui dire ce qu'il faut lui dire? Comme j'ai toujours dit, on va lui mettre en situation. Parce qu'on va essayer de cerner déjà un peu ses représentations. En fonction de ça, on va lui mettre dans une situation. Et en fonction de son comportement, on va s'arrêter pour en parler. Est-ce que tu penses que ça c'était bien, ou il y avait d'autres solutions, ou est-ce que le stress a pris le dessus, ou tu penses que voilà, tu as pu gérer? En fonction de ça, on va se diriger, on va bien voir si c'est quelqu'un qui a fait ça sous l'effet du stress, ou c'est vraiment pour lui c'est tout à fait logique. Et quelque part, il prend plaisir à le faire. Voilà, s'il prend plaisir à le faire, ou si c'est dans son inconscient, c'est une condition qui est arrivée comme ça. Qui ne mesure pas les degrés de danger. Qui ne mesure pas le degré de danger. Après, on a une prise de conscience du risque. Est-ce que lui, il a pris le risque volontairement, ou il n'a pas la connaissance du risque? C'est là que... Et c'est pour ça que je voulais poser la question à Lionel Forcé. Le fait qu'aujourd'hui, les moniteurs doivent prendre le temps du langage, de mettre en place une forme de psychologie pour faire comprendre au conducteur apprenti, à l'apprenti conducteur, que c'est une conduite à avoir, et une conduite à double sens. Avoir une bonne conduite lorsqu'on est au volant, et lorsqu'on est au volant, il y a un code de la route. Il y a un respect, il y a un comportement à avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'évolution du comportement des jeunes, des apprentis conducteurs évolue, est-ce que c'est une tâche de plus en plus lourde pour les moniteurs de bien verbaliser, de bien trouver les mots, d'aller là, de frapper là où il faut pour que le jeune apprend le bon comportement? Alors, je vois ce que vous voulez dire. Alors déjà, premièrement, juste premier postulat, les jeunes ça c'est mon avis, les jeunes actuels ne sont pas forcément pires qu'avant. Ils ont d'autres problématiques, mais je veux dire, maintenant qu'un jeune qui met pas la ceinture, c'est extrêmement rare, etc. Donc ça, c'est premier niveau. Je comprends qu'un moniteur actuel ait des difficultés à aborder ces thèmes-là, en fait, cette façon d'aborder la pédagogie, si vous voulez. Il faut se réinventer aussi. C'est ça qui fait un petit peu le sel du métier, parce que si on fait toujours la même chose avec tout le monde, c'est un peu rébarbatif, et puis on change de métier assez rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre métier, il y a beaucoup de turnover au final. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, arrêtent parce que ils font toujours la même chose, finalement. Donc il faut se réorienter aussi, il faut se renouveler dans sa pratique. Moi, ce que je dis à mes stagiaires, c'est que le temps du tout voiture où je suis dans mon élève en relation individuelle dans la voiture à enseigner la conduite est un peu révolu. C'est-à-dire qu'il faut faire revenir les élèves au code, et dans des groupes de discussion aussi dans l'auto-école. Vous prenez, 4-5 élèves qui ont un peu les mêmes problématiques ou pas, et puis vous les mettez. Et finalement, la force du groupe va faire qu'il y ait des discussions. Peut-être qu'il y en a un qui soit un peu tête brûlée finalement et qui aime bien la vitesse. C'est pas le moniteur qui va dire c'est pas bien de faire la vitesse qui va le changer.
Mais par contre, se retrouver avec ses pairs qui lui font voir la chose d'un autre prisme, d'une autre façon de voir les choses, c'est ça peut-être qui va faire évoluer. Donc c'est avoir d'autres méthodes pédagogiques, de gestion de groupe, de travail de groupe, etc., avec les élèves, qui peut être aussi intéressante pour faire évoluer ces comportements-là. Ce qui veut dire quand même que la méthode d'apprentissage évolue. Bien sûr. Et que le moniteur Et heureusement. doit se mettre au diapason. Ah bah bien sûr, heureusement. Ouais. D'ailleurs, depuis l'avènement du... Enfin, c'est même pas le titre pro avant, parce qu'on le faisait, c'est depuis 2016, finalement, il y a eu un basculement, si vous voulez. Je fais un petit peu d'historique rapidement, si on a le temps. En gros, avant, on avait le PNF, et on a eu une réflexion européenne, je dis on, mais c'est les Français, et puis l'Europe, sur pourquoi finalement on n'arrivait pas à faire baisser la mortalité sur les routes. On a eu au niveau européen un but à atteindre, c'était les 2000 morts par an. Bon, on est encore loin, on est à 3500 actuellement, 3500, à peu près. Et pour ça, on s'est posé la question, et des chercheurs, des psychologues, sociologues, etc., qui ont se posé la question, pourquoi finalement les gens faisaient des infractions et il y avait des accidents. On s'est rendu compte que c'était pas parce que finalement ils ne savaient pas déplacer un véhicule, c'est pas parce qu'ils connaissaient pas les règles, c'est parce qu'il y avait autre chose qui était en jeu derrière qui les poussait à enfreindre les règles. Et en fait, on a construit, si vous voulez, une espèce qu'on appelle une matrice, une grille de lecture pour les formateurs, où on intègre les niveaux, certains niveaux, notamment des niveaux de pression et d'influence qu'on peut avoir sur le moment de conduite. Je donne un exemple. Je suis au volant sur la route du littoral, il y a quelqu'un, je suis à 90, je dépasse un camion à 80, il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui me pousse un peu, là je vais subir une pression qui va peut-être me pousser à dépasser la limitation de vitesse pour me déporter. Donc là je peux enfreindre la règle par pression par exemple, ou par influence sur le moment de conduite. Après il y a un autre niveau un peu plus haut où c'est pression et influence sur son objectif de vie. Si je partage des valeurs de vitesse avec des collègues, je vais développer des valeurs de vitesse sur la route aussi. Et puis là, je rejoins ce que vous me disiez sur le Covid, il y a pression et influence sociétale. Donc ça peut être la publicité, les films. Je veux dire, aller voir les gens qui sortent de Fast and Furious, par exemple, du film, ils conduisent pas du tout comme ils sont arrivés, en fait. Et puis la société aussi qui nous pousse à être performants, qui nous pousse à être... être performant, à être rapide, à pas perdre de temps, etc., etc. Et en plus, avec la chape Covid actuellement, là, qui nous pousse à restreindre nos libertés. Et donc, c'est ça qui... Je conclue là-dessus, puisqu'on a déjà dépassé de toute façon. Quel est le bon comportement aujourd'hui au volant ? Le bon comportement. Alors, c'est le bon comportement, en fait, c'est, on dit, adopter une conduite sûre, autonome et sûr, c'est la compétence 4. C'est-à-dire, au moment où l'élève se prépare à conduire tout seul, il doit être autonome, c'est-à-dire acquérir des automatismes sûrs, c'est en toute sécurité. C'est-à-dire faire vraiment attention aux règles, aux autres, partager la route. Comme je répète, vivre ensemble sur la route, c'est partager la route. Pas forcément partager les mêmes valeurs des autres, mais partager la route, c'est important. C'est d'ailleurs, je dois faire attention aux autres, autant que les autres doivent faire attention à moi. Puis c'est compliqué parce que on peut aussi être conducteur et faire tout ça et être en danger par le mauvais comportement de celui qui vient en face ou à côté. Tout à fait. Le mot de la fin ? Moi, le mot de la fin, je reprends un petit peu ce qu'il a dit, c'est le respect de l'autre, en fait. Le respect de l'autre, des différents types de véhicules, mais aussi de différences interindividuelles. Chacun est différent dans le véhicule, quoi. J'ai pas les mêmes performances que mon collègue à côté. Respecter ça. D'accord. Merci en tout cas pour cet échange. Merci Jean-Michel Boyer. Merci également à Lionel Forcé pour cet échange. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau-là, sur d'autres points. Non, je vous invite vraiment cordialement pour que... moi, je suis sûr que je reviendrai. Lionel aussi, je pense. Si vous m'invitez, je reviendrai. Parce que je pense que dans le contexte actuel, il faut vraiment essayer de rappeler aux gens, et surtout vu qu'actuellement, il y a quand même pas mal d'accidents. Il y a eu encore un hier, c'est ça ? Moto. Moto, motard en ce moment. Donc voilà. Merci donc à vous. On va se patienter de regarder un petit peu quelques vidéos sur la charcuterie. On se retrouve juste après. Comment aujourd'hui il fait un bon graton
comme dans le temps longtemps? Ben, pour faire un bon graton, comment dire, on prend la peau, on fait cuire dans l'huile pendant un certain nombre de temps. Après, il faut faire sec un peu la peau, mais pas trop quand même, il faut encore un peu d'eau dedans. Il faut qu'on retire, on refait chauffer l'huile, il faut qu'on remette la peau, c'est là qu'il pète. Et s'il n'a point comme ça, s'il manque un peu d'eau, il va péter, mais il ne sera pas... Ce sera trop sec? Trop sec, il ne sera pas joli aussi. Et bonne rayonnée aujourd'hui, comment doit dire notre graton? Comme avant? Oui, toujours pareil. Et en tout cas, il ne change pas la méthode. La tradition reste la tradition. Oui, il reste toujours la tradition pareil. Comment procède-t-on pour que le saucisse soit bien assaisonné? On sert déjà on hache la viande. Après, on assaisonne avec le sel, poivre, muscade, girofle, le thym, l'ail, gingembre, un petit peu d'anisette. On mélange, on passe à la machine. Ensuite, on remélange bien pour que les épices soient bien éparpillées. On embosse le saucisse et voilà, on dresse. C'est quoi un saucisse au goût dans le temps longtemps pour aujourd'hui? C'est quoi? C'est quoi pour vous un saucisse comme dans le temps longtemps? Comme on l'a mangé quand t'es petit? Ouais, saucisse de temps en temps, moi c'est un saucisse bien assaisonné, même bien qu'on a bien les épices. Oui. Différents, pas pareil, ils reçoivent plus. Le client, il veut plus poivre, il veut plus piment, il veut plus thym, il veut plus quoi dans une saucisse? Ben, ça dépend des personnes, des fois on a des commandes sans poivre, sans girofle, un peu moins de sel, enfin voilà, ça dépend des goûts en fait. Et aujourd'hui, le saucisse donne autant de succès qu'avant? Oui, toujours pareil, jamais changé. La recette, ça ne s'est jamais changé, toujours le même. Moi, c'est Elaya Mirella et puis 20 ans que je suis dans l'entreprise de papa. Alors, au départ, moi qui accueille à Top en tant que simple vendeuse. Bonjour. En samoussa. Aujourd'hui, il y a un Top depuis l'apéritif jusqu'au plat. C'est-à-dire, vendre le samoussa, c'est-à-dire une bonne azote apéritif. Ensuite, on peut amener l'azote avec un petit boudin, les achats. Et l'autre côté, pour un plat chaud, c'est-à-dire pour poulet, tout ça. Il fait plaisir à moi parce que dans la maladie, il y a un petit peu d'expérience, fait que je connais chacun de mes clients aujourd'hui, a grandi dans eux et vient avec nous. Il peut aller longtemps avec eux, il fait plein de choses. Voilà. Il va être en azote et il veut continuer longtemps avec eux, perpétuer le travail de papa. Quand vous fait le boudin, alors il commence par quoi? Ben, le premier, c'est de mettre le pain trempé avec le sang, comme à l'ancienne. Du pain un petit peu râché. Et après, il faut faire les épices pour faire la farce. Nous mettons du chou, mon verre, pied, gingembre, thym, poivre, un petit peu de muscade, sel. Voilà.
Et sans oublier la graisse aussi, primordial. Alors, une chose que je n'ai pas montré, c'est les tripes. Oui, boyau naturel de porc gratté. Avant, nous était fait avec du boyau pays, mais comme nous produisons beaucoup, ce n'est pas évident. Mais de temps en temps, nous faisons encore un petit peu. Et maintenant, nous faisons avec du boyau de porc gratté, quoi. Comment tu gagnes le sang cochon pour faire boudin? Laisser à l'abattoir. Quand nous récupérons les carcasses, nous commandons toujours une vingtaine, une trentaine de litres de plus. Et tout vient de l'abattoir. Par rapport à avant, 20-30 ans de ça, quand tu tué le cochon dans la cour? Ben il n'est pas pareil. Avant, tu récupéré carrément chez le porc, vers 4 h du matin, tu es picalé avec une cuvette et le pain directement, tu es le pain, le sang. Quand tu piques le cochon, le sang tombe directement dans la bassienne. Mais il n'avait pas beaucoup non plus. Tu avais peut-être un 5 litres, 4 à 5 litres. Parce que c'était quand même des pots de 150 kg à monter. C'est quand même assez conséquent. Alors, maintenant quand tu as fini de faire là? Et là, on a fini de préparer tous les épices pour réussir, pour faire la farce, pour faire le boudin. Et après, on va procéder au montage, pousser dans le boyau. Mais même ça aussi, il a changé maintenant. Du coup, c'est avec le poussoir. Avant, c'était l'entonnoir, manuellement. C'est la dernière étape? Oui, la cuisson. Alors, comment ça se passe? Il faut déjà mettre le boudin à l'intérieur, il monte simplement. Mais en général, quand le feu n'est pas malade, vous mettez à 87 degrés, cuisson bain-marie. Mais là, comme elle est un petit peu malade, il est difficile à régler, vous mettez à 11 minutes et 90. Alors, c'est comme si on était à la marmite? Oui, et on veille de l'eau à 98. Dans le temps normal, on fait à 87, 88, mais plus moins sec. Et de mon préfère quand les secs ou bien quand les un petit peu... À 87, il ressort quasiment comme de la marmite quand on fait à l'ancienne. Déjà, il est moins sec et meilleur.